Hey, bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Me voici en direct de la cour automnale. Puis vous le verrez sans doute pas, mais un peu, je pense. Il a commencé à neiger! Je suis super excitée. Donc, voilà, premier flocon pour nous. Ils sont tardifs comparés à partout dans le monde, mais j'ai bien hâte. Moi, je suis une fille d'hiver, donc ben voilà. Donc, je voulais introduire ça dans mon élément. Et puis sinon, écoutez, cette semaine, j'ai pas encore de lecture en cours. Et je pense que je vais vous proposer un vlog un peu plus court. Enfin, vous connaissez mes vlogs courts, mais bref, je vais sans doute vous le proposer avec mise en ligne le jeudi parce qu'à partir de dimanche prochain, j'ai comme réalisé qu'on était le 1er décembre. Puis j'ai finalement décidé que ça tentait de faire encore les vlogs de l'Avent, donc un mini vlog par jour jusqu'au 24 ou 25 décembre. Donc, pour être sûr de pouvoir avoir du contenu, je vais potentiellement vous mettre en ligne cette partie de vlog-ci avant, puis après ça, on va se lancer dans les vlogs de l'Avent. Alors voilà, alors sans plus tarder, on va commencer le tout parce que je vais me diriger vers la bibliothèque et pour aller chercher des réservations. Donc, je vous montrerai ça ensuite, mais je vous laisse avec quelques petites images de quand la neige a commencé. Ça paraît pas beaucoup, ça a bien tombé. J'étais justement en train d'écouter la fameuse vidéo du Cold Winter Challenge, A Book and a Cup. Donc, voilà, quel bon timing. Alors, allez, on se lance ça. Bonjour, alors je vous reprends en ce lundi de congé. J'ai décidé, comme il n'y a plus de neige aujourd'hui, de mettre mon gilet enneigé. Alors, bon, voyons, j'arrête pas d'interpeller ma montre. Donc, me voici pour vous faire un gros segment en fait. Donc, parce que je suis passée à la bibliothèque hier, j'ai reçu quelque chose par la poste malgré la grève de Poste Canada et j'ai une lecture en cours. Donc, je vais commencer par la lecture en cours. Finalement, j'ai décidé de me lancer dans le tout récent Pier Giorgio Pulici, qui est un tome qui fait partie d'un autre cycle, en fait, qui est pas associé, en fait, au cycle qui se passe avec Mara et Eva. Donc l'île des âmes, l'illusion du mal, et la 7e lune, je pense. Donc, c'est pas ça du tout. Donc, j'ai décidé de commencer son plus récent, comme je vous disais, une nouvelle série. Ça s'appelle, là, je l'ai sur liseuse, mais La librairie des chats noirs. C'est toujours chez Gallmeister. Et j'ai pas encore trouvé la version audio, ce qui veut dire que hier, j'ai commencé, j'avais du trajet à faire pour aller à la bibli, puis je l'ai écouté en voix de synthèse. C'est affreux, mais quand même. Donc, ça m'a quand même tenu. Mon intérêt, j'ai réussi à tenir malgré la voix de synthèse, donc à date, ça va. Je vais vous lire rapidement, je vais lire rapidement le résumé. Mais en fait, je sais pas si je vais vous lire parce que ça... Je sais pas. Je pense que je vais vous faire un résumé. Donc, on va suivre pourquoi ça s'appelle La librairie des chats noirs. Dans ce livre-là, on a deux points de vue. Ça fait un petit peu penser au point de vue, potentiellement, absolument, le principe des polars scandinaves, dans le sens qu'on va avoir un point de vue. De ce côté-ci, ça va être le point de vue d'un assassin qui est très cruel, très sadique et qui, en tout cas, dès le premier chapitre, on est dans le premier meurtre. Et c'est un meurtre terrible, donc c'est qu'il va rentrer chez les gens. En tout cas, où j'en suis, semble pas avoir de raison particulière. Et va soudainement, mettons, il y a 3 personnes, soit des parents, des enfants et tout, puis il va droguer tout le monde pour qu'ils tombent dans les pommes, puis quand les gens vont se réveiller, il va demander à une personne dans ce trio-là d'avoir 1 minute pour réfléchir, pour lui dire qui des 2 autres personnes qui restent doit tuer. Puis si la personne ne répond pas, parce que quel choix de schnout, il va tuer les 2 qui restent. Mais il va laisser la personne qui a fait le choix ou qui a fait l'absence de choix vivante, puis après ça, il va quitter. Donc, affreux, donc vraiment terrible. Donc, on a ça qu'on va suivre par petits bouts. C'est pas trop fréquent jusqu'à maintenant, une chance que c'est vraiment sordide. Et sinon, d'un autre côté, on va apprendre à connaître très doucement le fameux, c'est un libraire qui s'appelle Marzio Montecristo. Marzio?
Martio Montecristo, et qui a une librairie spécialisée à Cagliari. Donc, ça se passe quand même à Cagliari, là, donc c'est quand même dans la même ville, village que les autres que Pulixi a fait là, dans la série avec et Mara. Donc, il y a une librairie là, c'est spécialisé en polar seulement. C'est un peu niché, disons, comme projet pour la ville. Il n'y a pas beaucoup de monde. On voit qu'il patine un peu. On apprend tranquillement avec plusieurs retours dans le temps. Puis d'ailleurs, quand j'écoutais avec la voix de synthèse, c'était un peu mélangeant parce que sans doute qu'elle lisait pas tout. Puis je savais pas trop si on était dans le présent ou pas. Mais bref, on va apprendre à partir du moment où il est là. On va retourner jusqu'à 2 ans en arrière pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Il s'est passé quelque chose dans son passé. Il a fait, entre guillemets, une bonne action, mais qui n'est pas correct, c'est-à-dire qu'il s'est impliqué dans la défense d'un enfant qui était maltraité dans sa famille et la justice, dans le fond, il se faisait battre et tout, puis la justice, elle avançait pas assez vite, puis à un moment donné, Mardio a vu, puis c'est un ancien enseignant, a vu le père de cet enfant-là, qui était le père, qui était la personne qui faisait qui le battait et tout, puis il a comme perdu les pédales, puis il a comme décidé de se lancer dessus pour lui donner une bonne leçon. Évidemment, il l'a pas tué, mais il l'a battu. Puis ça l'a amené évidemment à devoir quitter son métier, évidemment potentiellement avoir des démêlés avec la justice et tout. Donc quand je dis une bonne action entre guillemets, dans le sens où c'était son instinct de protection qui a agi, mais on ne peut pas faire ça en société. Donc on retrouve Marceau après ça, encore un peu syndrome post-traumatique, parce que c'est quelqu'un qui semble avoir vraiment un bon fond. Dans la librairie, refermé sur lui-même, qui croule sous les dettes, puis éventuellement il va faire une rencontre super intéressante d'une femme de 80 ans qui va décider de le prendre un peu en charge, puis de décider de faire s'installer dans la librairie un club de lecture polar, donc de tous les gens qui lisent des polars dans le coin. Puis ce qui est dit dans le fond, c'est que c'est gratuit, mais les gens doivent absolument acheter l'exemplaire du livre qui va être à l'étude dans la librairie de Martio. Donc, ça va lancer un peu les choses. Donc, les années vont passer, il va se passer des choses aussi avec cette femme-là. Et on va retrouver Martio 2 ans plus tard, où les choses ont beaucoup changé. Sa librairie, c'est plus tout à fait non plus ce que c'était. Le club de lecture n'est pas non plus ce que c'était. Puis ils sont tellement rendus peu qu'ils ont appelé les enquêteurs du mardi. Donc, on voit que Martio a ponctuellement, des fois, aidé la police locale parce qu'il connaît une des agentes, donc Angela, et il l'a un peu aidé. C'est quelqu'un qui a quand même un esprit super vif puis qui a un super bon contact avec l'humain. En fait, un contact humain, étrangement, avec tout ce qui s'est passé. Donc voilà, vous voyez un peu où ça s'en vient. On va comme un peu impliquer Mardio dans au moins le premier meurtre, parce que malheureusement, dans le premier meurtre qu'on va voir, c'est un enfant qui est resté seul. Donc, c'est pas lui qui a pris la décision, mais finalement, le parent restant a décidé d'en mettre fin à ses jours. Donc, cet enfant-là est revenu sur lui-même, puis avant avait Martio comme enseignant. Donc, Martio va s'impliquer là-dedans et tout ça. Donc, on va suivre ça. On va voir tranquillement comment Martio peut devenir impliqué dans ça et dans ce qui semble être plutôt pas juste un meurtre unique, malheureusement, de cet assassin terrible-là. C'est vendu comme un genre de cozy mystery à la Pulixi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références, évidemment, à Agatha Christie, puis c'est des références assumées, là, c'est pas, évidemment, les enquêteurs du mardi, bon, le club du mardi avec Miss Marple, et il y a 2 chats. Pourquoi ça s'appelle la librairie des chats noirs? Ben avant, ça avait un autre nom, c'est la librairie des mystères. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, Mardio, il y a 2 chats qui se sont comme incrustés dans sa librairie. Puis il se tenait sur les livres d'Agatha Christie, puis il a décidé de les appeler Miss Marple et Hercule Poirot. Puis là, finalement, en faisant un peu la publicité pour rire sur les réseaux, c'est ce qui a un peu relancé sa librairie. Donc, il y a quand même ça qui a un rapport avec Agatha Christie, les enquêteurs du mardi. On sent vraiment qu'il y a un petit côté comme ça. Puis c'est aussi le côté que c'est un civil qui est un peu associé avec la police officielle. Mais c'est quand même en surface, dans le sens que le meurtre qui est là, il est comme vraiment terrible, il est vraiment sordide. Puis on est vraiment plus dans l'esprit puis le côté glauque des autres Pulixi. Mais donc, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça cohabite bien. Puis ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, j'en suis rendue déjà à la moitié. Parce que j'ai commencé hier, mais ça s'est lu tout seul. En plus, j'étais en voie de synthèse, puis je pensais que j'avais pas avancé beaucoup, puis je me rends compte que je suis rendue déjà comme au tiers du livre. Puis finalement, j'ai réécouté encore quand je suis allée faire, je pense, de la marche où je me souviens plus trop, puis je suis déjà rendue à la moitié du livre. C'est un livre qui est pas long, qui fait 280 pages en version papier, puis dans le fond, je suis rendue à la moitié. Donc, je vais essayer de le terminer aujourd'hui, surtout que cet après-midi, il est censé avoir, ben en fait, moi de mon côté, à l'heure du Québec, il est censé avoir un Read With Me avec Alex Bouquet-Prada. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé, hein?
Et elle le fait en association avec une autre fille que je suis qui est A Book in a Cup, donc celle qui a lancé qui s'occupe maintenant du Cold Winter Challenge, que vous avez vu juste un petit peu avant. Donc, tout ça pour dire que je vais lire cet après-midi. C'est long, hein? Je suis un peu en circonvolution. Accrochez-vous, le segment va être long. Donc, voilà. Jusqu'à maintenant, ça me plaît. Mais c'est juste que là, je suis rendue à la moitié, puis on vient juste comme de vraiment arriver au point où on comprend que le club de lecture s'est un peu éteint et que c'est devenu les enquêteurs du club du mardi et que ces personnes-là, un peu comme à la Richard Osman, ont tendance maintenant à plutôt se pencher vers des cold cases, donc des affaires non résolues. Donc ça arrive comme presque à la moitié du livre. Puis ça, a priori, moi, ça m'intéresse vraiment gros. Mais comme on dirait que la mise en place est super longue. Fait que je sais pas si ce changement de style-là a été difficile à faire peut-être pour Polixi, puis qu'il y avait vraiment comme sa mise en place qui est habituée à créer comme une tension avec ses autres romans qui sont un peu plus comme des romans noirs. Puis là, en fait, en même temps, il voulait tellement en dire sur les personnages qui sont impliqués que là, on s'avance à la moitié finalement. Puis il y a déjà eu malheureusement une suite terrible au premier meurtre. Puis là, finalement, il va se ramasser comme impliqué avec les enquêteurs du mardi. Donc là, pour le moment, ça me semble être un petit peu large comme entonnoir, puis j'ai peur que ça se résolve comme trop rapidement vers la fin, mais jusqu'à maintenant, j'aime quand même vraiment beaucoup la plume, puis je sais pas si ça va être une série, mais si c'est une série, je suis super intéressée. Si c'est une série, puis c'est le premier tome, puis c'est une mise en place, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais si c'est pas une série, je vais avoir trouvé peut-être que la première demi était vraiment trop longue, dans le sens où j'aurais voulu en avoir plus sur l'implication des enquêteurs du mardi. Voilà pour la lecture en cours. Fouh! Ensuite, hier, j'ai reçu... Finalement, vous savez que je suis abonnée aux documentaires, aux essais, en fait, aux courts essais qui sont proposés par Atelier 10 dans leur collection documents. Donc, c'est des essais qui sont québécois sur différents sujets d'actualité et qui sont rédigés par des gens qui ne sont pas nécessairement... Ben là, dans ce cas-ci, c'est peut-être un petit peu spécialisé, mais habituellement, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes dans le sujet abordé, mais qui ont vraiment un intérêt ou un vécu qui fait en sorte qu'ils peuvent en parler ou qui ont envie d'en parler puis faire des recherches dessus. Donc, dans celui-ci, par contre, on va lire Aurélie Langto qui parle de féminisme et de justice et de violence de l'État. Donc, ça, par contre, c'est une femme qui est impliquée dans ce genre de débat-là. Donc, c'est son dernier opus qui est paru chez les documents. Donc, personne ne s'excusera à franchir la justice féministe de la violence de l'État. Donc, Aurélie Langto, c'est aussi une juriste, ça dit chroniqueuse et professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM. Donc, j'en ai reçu pas mal de ces essais-là, puis je ne les ai pas encore lus. Mais de ce que je peux voir, c'est que celui-là, il m'intéresse quand même beaucoup. Puis on est vraiment dans... Voyez-vous, il y a 3 séquences. On a la partie qui est hashtag moi aussi l'éclatement. Séquence 2, l'impasse judiciaire. Et séquence 3, de George Floyd a dit son nom. Donc, balance. Donc, ça, c'est vraiment pour le contexte du Québec. Donc, l'espèce de grand éclatement du hashtag moi aussi. Puis qu'est-ce qui s'en est suivi. Dans chaque pays, ça a été vraiment différent. Donc, intéressant quand même à suivre. Ça tombe bien que je vous en parle aujourd'hui, puisque c'est le 25 novembre, c'est la journée internationale pour combattre les violences faites aux femmes. Donc, n'est-ce pas? Hein? J'y avais pas pensé, mais celui-ci, donc à découvrir. Collection à découvrir, celui-ci à découvrir aussi. Et sinon, je me lance enfin dans la bibliothèque. Alors, je suis tombée sur quelque chose que j'avais pas prévu d'emprunter, mais évidemment, comme j'étais là, je me suis dit, bon, alors c'est celui-là ici, c'est un opuscule qui est publié chez Ilium, c'est de Richard Ayoade, illustré par Thor Freeman, et c'est le livre que personne ne voulait lire. Alors, Richard Ayoade, c'était Richard Ayoade, je sais pas trop, ça dit que c'est un auteur, un acteur et quelqu'un qui était habitué des late shows en Angleterre, et Thor Freeman, c'est un illustrateur qui a entre autres été connu pour une sélection qu'il y a eu au Salon d'Angoulême en 2022. Et je vais vous lire rapidement la 4e de couverture parce qu'en fait, j'ai juste feuilleté, le titre m'a intrigué puis j'ai pas tant comme exploré l'intérieur. Donc ça dit: vous l'aurez compris, je vais vous parler d'un livre que personne ne voulait lire. Alors préparez vos mouchoirs et vos zygomatiques. Car je peux vous l'avouer en toute modestie, il s'agit sans doute du livre le plus exceptionnel de toute l'histoire du livre. Pourquoi? Mais parce que c'est le premier livre à avoir été écrit par un livre. Si, vraiment. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... On va vraiment briser le 4e mur. On a du texte, espèce de des petits graphiques comme ça. Donc, je sens que ça va avoir... on va vraiment être dans potentiellement, j'imagine, l'humour britannique. Donc, ça, super intéressant. En tout cas, a priori. Sinon, je vais enfin mettre la main sur un roman graphique qui a fait une grande place dans le Booktube et le Bookstagram. Particulièrement, je l'ai vu chez Alex Bouquin en Prada, je l'ai vu chez
Les lectures de Chloé, je me souviens plus, mais plein de gens, puis la plupart des personnes ont comme été vraiment envoûtées par ce roman graphique-là. Et c'est le nouveau roman graphique de Lucie Brion. Ça s'appelle Happy Endings et c'est chez Sarbacane. Voilà. Et c'est un roman graphique qui comprend 3 histoires, si je me souviens bien. 3 histoires différentes. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu la 4e de couverture, mais je vais peut-être juste vous montrer un peu l'intérieur. Donc, on est vraiment en illustration assez épurée. Par contre, on est aussi dans des cameliers qui sont différents pour chacune des histoires, d'après ce que je peux comprendre. Je vais vous montrer la première, peut-être. J'imagine que le camelier, ouais. On est vraiment ailleurs. Voilà. Et à l'arrière, ça dit « Il était une fois un jeune homme posant nu une nuit de Nouvel An. Il était une fois 2 agents spatio-temporels envoyés dans une petite ville de bord de mer. Il était une fois un jardinier de cimetière et un pleureur de tombes professionnel. Et ils finirent à les savoir. » Super intriguant, vraiment hâte de découvrir ça. Et sinon, j'ai également mis la main sur l'adaptation en roman graphique du assez classique d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, que j'avais lu. À savoir que je ne suis pas une grande fan d'Éric Emmanuel Schmitt, mais j'avais bien aimé Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, puis Oscar et la Dame Rose, donc 2 petits opuscules qui étaient un petit peu moins dans la lourde spiritualité. Que moi, ça me parle comme juste moins. Je n'ai rien contre ça, mais c'est moins dans ma table. Et celui-là, ça a été adapté chez Albin Michel en BD par Vincent Zabu et Valérie Vernet. Donc, voilà. Oscar et la Dame Rose, c'est l'histoire d'un enfant qui est malade et qui va développer gravement, qui va développer une relation avec une dame qui est là pour comme lui tenir compagnie. Donc, la Dame Rose qui est toujours habillée en rose. Et j'en dirais pas plus, c'est tellement court, mais c'est vraiment l'histoire d'un lien, surtout entre 2 personnes. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ils en ont fait l'adaptation. Je vais donner peut-être quelques planches, si je sais juste être sûre que ça ne va pas divulgacher. C'est bien parce que je pense qu'ils ont fait, ils ont décidé de mettre ça pas à l'hôpital. Dans le livre, ça se passe à l'hôpital, mais là, de ce que je comprends, c'est que c'est pas à l'hôpital, donc pourquoi pas. Et sinon, ensuite, j'ai décidé de me laisser tenter parce que j'avais vu passer ça quand j'avais fait des achats pour la bibliothèque pour laquelle je travaille, qu'il y avait un tome qui était sorti de la série qui s'appelait c'était Bertille et Bertille, puis la grosse balle rouge, je me souviens plus. Et c'était de Éric Stalmer, c'est chez Grand Angle. Habituellement, ça, c'est chez Grand Angle. C'est dans une autre édition, il me semble que Grand Angle fait partie d'un autre groupe. C'est chez Bambou, collection Grand Angle. Puis là, ce que je comprends, c'est que finalement, Bertille et Bertille, c'était une première BD qui était un peu particulière, qui était comme un peu avec de l'inexpliqué, qui est l'arrivée d'une grosse boule rouge inexplicable dans un monde un peu un passé. Je pense que c'est les années 50, ou plutôt début du 20e siècle, ou quelque chose comme ça. Et je pensais que c'était terminé. Puis finalement, de ce que j'ai compris, c'est que cet auteur-là a fait comme 3 opus qui sont des histoires complètes, mais qui ont tous un lien entre elles. Donc là, j'avais lu Bertille et Bertille. Puis le plus récent, ça s'appelait Bertille et Lassiter. C'est vraiment le tome qui regroupe, en fait, visiblement, qui boucle les boucles. Et dans le deuxième, en fait, de cet opus-là, que j'aurais vraiment pas pensé à le mettre dans ce cycle-là, mais c'était celui-ci. Donc, qui était 13h17 à l'envers, je l'ai mal. 13h17 dans la vie de Jonathan Lassiter. Voilà. Et à l'arrière du plus récent, donc Bertille et Lassiter, ce que ça dit, c'est d'un côté, les Bertille et leur mystérieuse boule rouge. De l'autre, Lassiter. Leur vie ne devait pas s'entremêler. Et pourtant. Donc, on est vraiment dans... Bon, Bertille et Bertille, là, c'est un commissaire qui s'appelle Bertille, je pense, puis une femme, dans mon souvenir, dont le prénom est Bertille, puis ils vont se rencontrer dans un contexte particulier. Dans le deuxième, ça ressemble plus un petit peu à de l'espionnage. Puis dans le troisième, ben, j'imagine qu'il y a un lien qui va se faire entre tout ça. Donc ça me tentait bien. Ça, c'est vraiment parce que je les ai vus, parce que sinon, c'était pas prévu que je les emprunte. Et sinon, j'ai mis la main sur le plus récent, le plus récent opus de Philippe Gérard au Québec, qui est chez La Pastèque, sans surprise, et qui est, si je me souviens bien, quelque chose qui est en hommage à Antoine de Saint-Exupéry. Donc, c'est Le Prince des oiseaux. Le Prince des oiseaux de haut vol, de Philippe Gérard chez La Pastèque. Donc, ça me tentait bien.
L'intérieur, peut-être moins mon style de dessin. Les général, il y a des traits un petit peu plus comme bien appuyés, bien marqués. Ça, c'est moins mon genre. Ça fait comme un peu vieillot en même temps. À mon avis, ça peut quand même vraiment... Ça peut vraiment... Oups! J'ai failli vous montrer une illustration qui n'aurait pas fallu, qui n'aurait pas passé dans YouTube. Ils sont comme ça ici. J'ai vu la 4e de couverture pour celui-ci. Avril 1942. Antoine de Saint-Exupéry vit en exil à New York depuis sa démobilisation. Déprimé, l'écrivain aviateur ne songe qu'à retourner se battre pour défendre la France occupée. C'est dans ce contexte qu'il est invité par son éditeur canadien pour une tournée promotionnelle. Il débarque à Montréal avec son épouse, alors que le Canada, en guerre contre l'Allemagne, ordonne la fermeture de toutes les ambassades françaises sur son territoire. Résultat, l'écrivain est coincé au Québec. Commence alors un séjour rempli de surprises. Entre les villes et la campagne, il rencontre une fillette qui dessine des moutons, un allumeur de réverbère et un petit garçon au regard clair qui pose beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas si c'est basé sur quelque chose de fondé, mais enfin, ça me tente bien. Donc, voilà, celui-là, je l'avais réservé aussi. Il vient tout juste de paraître au Québec. Alors, voilà, grand segment. C'est déjà terminé, déjà. Donc, je vais retourner à ma journée. Je vais vous reprendre évidemment dès que j'ai d'autres trucs à vous dire. Mais je vous rappelle que ce vlog-ci va se terminer plus tôt cette semaine parce qu'à partir de dimanche le prochain, donc le 1er décembre, je vais commencer les vlogs de l'avant à raison de si j'arrive à m'y tenir un par jour. Donc, c'est absolument des vlogs qui font 10-15 minutes peut-être maximum, puis que je mets en ligne chaque jour. Je vais commencer cette semaine-là par un vlog surprise qui va avoir été tourné à l'avance, que je vais vous mettre en ligne le 1er décembre pour être capable de justement pouvoir prendre le rythme et être correct pour vous mettre du contenu. Alors, voilà. Alors, sans plus tarder, je me lance dans mon Polixi pour la suite des choses. Bientôt, on va arriver à l'heure où il y a le Read With Me. Puis, on se dit à bientôt. Du coup, voilà, la semaine passée, j'ai vraiment lu beaucoup. Cette semaine, ça a été assez calme. Je suis en plein l'audiobook, deux audiobooks en fait. Le dernier Stephen King qui est sorti, qui est un très gros audiobook. Deuxième gros audiobook, c'est le deuxième livre du livre Les Sortilèges Perdus, donc c'est L'école de la nuit, je pense. J'ai commencé un roman, le nouveau roman, le dernier roman sorti d'Emmanuelle Chastelière, mais qui demande pas mal de concentration. Bonjour, alors je fais un petit coucou rapide. Parce que je suis encore en arrêt maladie à la maison, donc arrêt forcé et je vais pas très bien, donc ça va passer, mais j'ai pas vraiment la tête à lire. Sauf que j'ai fait une petite pause dans mes siestes continues parce que j'ai terminé hier soir le fameux livre de Pierre Giorgio Polixi, donc La librairie des chats noirs, que j'ai fini finalement en numérique, pas nécessairement en audio. Et finalement, à la toute fin, ça finit par être une bonne lecture, une très bonne lecture, mais je maintiens ce que j'avais déjà avancé. Donc, à partir du moment où les enquêteurs du mardi vont commencer à être mêlés à l'enquête en cours pour essayer de trouver le terrible tueur qui sévit, et bien à ce moment-là, ça va de plus en plus se métamorphosée en structure Agatha Christie-esque, c'est-à-dire que on va avoir plusieurs moments avec les enquêteurs amateurs et les enquêteurs réels. On va comprendre que les enquêteurs savent des choses que le lecteur ne sait pas. Donc vraiment, à l'Agatha Christie, là, quand ça commence à débouler, il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Et moi, à partir du dernier quart, j'avais quand même des doutes. Je ne savais pas exactement qui allait être concerné, qui allait être le ou la meurtrière, mais je me doutais un peu d'une partie du contexte. Bon, en même temps, c'est pas très grave ça, puis dans le fond, on a suivi par la suite les personnages, et il y a vraiment un dénouement à la Hercule Poirot, donc où est-ce que tout le monde est rassemblé, puis là, il y a comme un genre de récit de qu'est-ce qui s'est passé, puis tout le monde est rassemblé, tout le monde, incluant tous les suspects et potentiellement le ou la meurtrière, mais on ne le sait pas. Donc, cette rencontre-là est là et le lecteur va apprendre finalement
comment tout s'est bouclé et tout s'est compris. J'ai quand même trouvé que le dosage d'informations que le lecteur n'avait pas était assez élevé. Donc, dans la Agatha Christie, absolument, on a certaines informations clés qu'on n'a pas, mais puis on ne sait pas du tout où ça s'en va. Mais là, comme on déterminait, on arrivait quand même à saisir un peu vers où ça se dirigeait, mais qu'il y a des informations qu'on nous a cachées. C'est comme un peu frustrant d'arriver à la fin, parce qu'il n'y aurait eu aucune chance qu'on puisse se rendre là. Mais si on ne nous avait pas laissé croire qu'on pouvait s'y rendre, ça aurait été moins pire. Et ce qui a fait, au départ, dans le fond, si je m'étais rendue jusqu'à, dans le fond, le dénouement, avec la partie un peu à la Hercule Poirot, j'aurais trouvé que c'est une bonne lecture sans plus. Donc, pour moi, ça aurait été peut-être un 3 étoiles ou 3 étoiles et demie sur 5 à peu près. Correct. Pour du Pierre Giorgio Puglisi, qui fait un essai de style hybride, j'aurais trouvé ça correct, mais avec beaucoup de bémol. Donc, ce que j'ai trouvé, puis c'est vraiment ce que j'ai avancé, c'est que ça reste qu'on dirait que les meurtres mis en scène sont trop sombres et intenses pour une structure d'Agatha Christie, donc pour un whodunit, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps avec le point de vue de la personne qui tue. Puis ça, ben, ça arrive dans l'Agatha Christie, mais on va pas autant dans le glauque que qu'est-ce que Pierre Giorgio Puglisi propose. Puis habituellement, quand on est dans ce genre de glauque-là, c'est plus un thriller où la tension monte et on ne s'attend pas nécessairement à un dénouement à la whodunit. Donc, pendant tout le long, j'ai senti comme les deux formules qui, plutôt que d'en faire une, disons, nouvelle hybride améliorée, pour moi, c'est resté deux éléments qui ne se mêlaient pas. Donc ça, c'est quand même pour moi un bémol assez important. Mais ce qui a sauvé le tout, c'est les personnages, parce que bon, vu qu'on prend la moitié du livre à mettre en place le contexte, à apprendre à connaître les personnages, à apprendre à un peu déterminer les liens qui les lient entre eux, puis à découvrir petit à petit le passé de, entre autres, du personnage principal, là, donc de l'ancien enseignant libraire. Ça, pour moi, c'est ce qui fait qu'on arrive à s'attacher au personnage. Donc, pour moi, ça crée toujours un lien un peu plus stable et un peu plus certain avec le livre. Donc, actuellement, c'est plus garant de quelque chose que je vais aimer. Mais ce qui a fait vraiment basculer le tout pour moi, c'est la révélation finale. Finale. Comme post-Hercule Poirot. Et bien évidemment, je vous en dirai pas plus, mais ça a tellement été un choc pour moi que premièrement, ça a fait basculer ma lecture de bonne à très bonne. Puis, deuxièmement, c'était tellement choc que je me suis surpris à relire le livre à partir du début parce que j'étais comme, j'ai-tu manqué quelque chose? Donc, c'est ce niveau de... Puis c'est pas parce que c'est pas nécessairement plausible, c'est juste que c'est ça. Donc, à cette partie-là, en fait, vraiment, à la fin, c'était vraiment d'un autre niveau que le reste. Le reste, j'ai considéré ça comme un hommage à Agatha Christie, puis c'est correct, c'est juste que... Puis, tu sais, ça me plaît bien, la plume de Pierre Giorgio Puglisi est toujours aussi intéressante, mais c'est comme il est tellement habitué à aller plus en profondeur dans ses personnages que là, on dirait que tout ce que c'était un roman qui aurait dû faire 450 pages, qui a été épuré pour en faire un roman de format whodunit. Puis ce que ça a fait, c'est qu'on n'a pas comme coupé la partie de mise en place, mais on a comme coupé un peu sur l'enquête. Puis on a mis énormément de moments où le narrateur n'est pas fiable pour le lecteur, mais en mode whodunit. Donc pour moi, ça l'a comme moins fait ça. C'est un essai, c'est correct. Mais bon, en même temps, s'il y en a d'autres qui sortent, finalement, je pense pas que c'est une série, ça va être un tome complet en soi. Mais en même temps, avec la révélation finale, on sait comme pas trop. Mais si, par exemple, il y en avait d'autres, comme j'ai appris à connaître les personnages, bien, c'est sûr que ça me plairait bien de retrouver les personnages, mais ce serait pas tant pour la proposition narrative que nous offre ici Pierre Giorgio Puglisi. Alors, bonne lecture, pas un coup de cœur. Bien contente d'avoir résisté. J'ai failli me lâcher à peu près, je dirais au moins 20 fois au bas mot. Mais au Québec, il est très cher, l'Egalmeister. Bien évidemment, le prix des livres va augmenter, mais au Québec, l'Egalmeister, il n'y a rien en bas de 45 $ canadiens. Donc, si vous voulez faire le transfert en euros au besoin. Donc, même les formats poche d'Egalmeister chez Totem sont quand même onéreux. Puis là, on était sur une nouveauté, donc c'est sûr qu'il n'était pas en format poche. Donc, je suis bien contente de l'avoir finalement juste emprunté en numérique. Parce que même si j'ai passé un bon moment, puis que je serais sans doute interpellée par une prochaine sortie de cette série-là, si c'en est une, je ne l'aurais pas voulu garder dans ma bibliothèque. Donc, d'où l'intérêt de
avoir une bibliothèque et d'emprunter les livres, n'est-ce pas? La bibliothèque, c'est la vie. Voilà, donc c'était ma petite recension du jour. Pour le restant de la semaine, en fait, je vais sans doute continuer à bloguer jusqu'au mercredi 27 novembre pour vous mettre en ligne le vlog le 28. Puis ensuite, ben, comme je vous dis, le premier vlogmas est déjà, je dis des vlogmas, mais en fait, mon premier vlog de l'avant est déjà en boîte et mise en ligne programmée. Donc, il n'y aura pas de problème pour que vous ayez le prochain vlog qui va quand même être un dimanche, mais ça va être le premier des vlogs de l'avant. Et quand même d'une durée considérable, donc pas aussi long que mes vlogs, mais pas juste un petit vlog de l'avant, de rien tout chenu. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Puis sinon, ben, pour aujourd'hui, aucune idée si je vais arriver à lire. En fait, je fais juste dormir. Donc, alors, si jamais ce soir, j'avais un peu mieux, ben, peut-être que j'ai ici des Agatha Christie Hour, qui est un recueil de nouvelles qui est très vintage, mais je pense que je vais aller vous chercher. Alors, je vais vous chercher parce que, quand même, je l'avais déjà montré, je pense, à un moment donné, dans un moment où je faisais un book haul, là, mais quand même admirer le vintage, donc des Agatha Christie Hour, avec même l'ancien prix du magasin Eaton, qui est une icône de magasin grande surface du début du 20e siècle ici au Québec. Alors, c'est un recueil de nouvelles d'Agatha Christie qui sont parues dans différents autres recueils à travers le temps, mais c'est un recueil de 11 nouvelles, 5, 10. En fait, c'est des short stories. Je sais que short stories, des fois, on a tendance à dire que c'est comme des nouvelles, mais en fait, c'est plus des courts récits parce que des fois, c'est pas nécessairement la structure de nouvelle avec une révélation à la fin. D'ailleurs, le Préager policier a presque une fin, comme si c'était une nouvelle. Alors voilà, juste vous en dire comme ça. Donc voilà, c'est quand même The Agatha Christie Hour. Parce qu'en fait, The Agatha Christie Hour, ce que je comprends, c'est que c'était une série télévisée majeure en Angleterre. Puis dans le fond, cette sélection-là a été faite en l'honneur de la série télévisée. C'est pour ça que ça date de 1982. Puis c'est vraiment Collins version anglaise, parce que ça vient de St. James's Place, London. Je ne sais pas si on va voir, mais... Alors voilà, donc ça se peut que je me fasse ça. C'est des petits courts récits. Je me replongerai dans la Agatha Christie. Puis c'est sans doute, à vue de nez, les noms des nouvelles qu'il y a là, ça me dit rien. Donc, je pense même pas que ce serait des relectures pour moi. Donc, ça serait assez impressionnant parce que j'ai vraiment tout lu sur Agatha Christie. Sinon, dans mes livres de bibliothèque que je suis allée chercher et dont je vous ai parlé hier, il y avait celui-ci que je me disais que peut-être que je pourrais lire, une petite lecture légère pour la journée. Donc, cette espèce de livre saugrenu-là, Humour britannique de Richard Ayoade. Et j'ai envie de me lancer quand même dans le fameux Lucie Brion, donc Happy Endings. J'en ai tellement entendu parler que ça me dit bien. J'ai aucune garantie que ce soit aujourd'hui, mais je me dis que peut-être que si je pouvais lire ça d'ici demain, c'est quand même 2 graphiques puis un roman de short stories, mais peut-être que vous pourriez avoir ça en plus dans le blog. Alors, sur ces bonnes paroles, j'arrête de blablater et je retourne à ma sieste parce que les yeux me ferment tout seuls. Allez, bonne nuit! Hey, rebonjour. Alors, me revoici à quelque part entre 3000 siestes, mais j'ai quand même réussi à lire en plusieurs morceaux en plus, même si c'est un livre jeunesse, ça vous donne un peu mon état. Ces fameux petits opuscules-là, donc le livre que personne ne voulait lire de Richard Ayoade et illustré par Tor Freeman. C'est publié chez Helium pour la traduction française et c'était vraiment un délice. Mais vraiment un délice. Donc, je ne vous lirai pas la 4e de couverture parce que je l'ai lu juste un petit peu plus tôt. Mais en gros, c'est quand même, encore une fois, un livre, en effet, comme j'avais prédit, qui va briser le 4e mur. Mais non seulement le briser, mais aussi impliquer le lecteur. Donc, c'est un livre
qui nous raconte, qui nous parle de livres, de comment les livres sont faits, et qui nous parle du fait qu'il ne sait pas trop c'est quoi son histoire, et qui finit par interpeller le lecteur pour qu'on contribue à créer son histoire, qui finalement se déroule sous nos yeux, et qui finalement finit par être potentiellement une création collective. J'en dirai pas plus, mais tout est savoureux. La narration, le dosage d'intervention auprès du lecteur, l'humour. Et là, je le dis pas, dans le fond, à la légère, parce que c'est un livre qui était paru originalement en anglais. Quand je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai eu l'air surprise, parce que d'habitude, j'aime mieux les lire en langue originale. Puis j'avais peur, parce que c'est de l'humour britannique, puis c'est traduit en français. Mais là, je vais vous nommer la personne qui a traduit, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre de traduction. Je pense que tout ce qui pouvait être traduit en nuances humoristiques, évidemment, des choses qui sont quand même intraduisibles, mais en nuances humoristiques, ça a été fait, mais avec tellement d'habileté. Donc, la personne qui a traduit le livre, c'est Anne-Sylvie Homacel. Donc, chapeau. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est évidemment, comme je vous disais, des petits dessins intéressants qui sont habituellement là pour illustrer des choses qui viennent d'être mentionnées dans l'espèce de monologue du livre, qui est ce livre-ci. Comme par exemple celui-ci, à quelle distance lire le livre que tu as entre les mains. Donc, on a ici... Et il y a énormément de notes de bas de page qui sont en fait de l'humour. Au départ, ça explique au lecteur c'est quoi une note de bas de page, mais après ça, c'est juste comme des petites interventions humoristiques. C'est excellent. Même chaque début de chapitre qui a l'air pourtant neutre a priori, comme par exemple ici, ben là, ça c'est l'introduction. On voit ici l'illustration du début de chapitre, mais elle n'est pas si neutre que ça. Quand on continue comme ça, on finit par comprendre pourquoi. Il y a même un plan d'une bibliothèque, parce que ce livre-là dit que potentiellement, il a dû exister dans une bibliothèque au départ. On demande au lecteur d'imaginer la bibliothèque et voici ce que ça donne. Donc, voilà. Écoutez, je ne peux pas vous en parler avec plus de mots, mais le texte est fantastique. Le ton de la narration, la plume, l'humour, c'est fantastique. Le travail d'illustration qui a été fait, qui est comme une espèce de rigueur scientifique. C'est comme de l'illustration pince sans rire, donc c'est de la rigueur scientifique ironique. C'était vraiment extraordinaire. La seule chose que je me demande, en même temps, c'est de l'humour britannique. Fait que si je le pense en humour britannique, je pense que ça s'adresse vraiment à un jeune public. Ben, je dirais, mettons, école primaire. Mais je me demande si on est capable de tout comprendre en fait les niveaux d'humour à un si jeune âge. Moi, en tant qu'adulte, je me suis bidonnée complètement parce qu'évidemment que c'est un auteur adulte qui a fait le texte. Donc, il y a des référents que je ne sais pas si un enfant... je ne sais pas s'il y a des références je ne sais pas auxquelles je ne sais pas si un enfant pourrait réagir. Mais c'est... Fait, à lire en famille, sans doute. À lire toute seule, sans aucun problème. Puis, en fait, moi, dans le fond, je l'ai identifié en anglais, puis je pense que je vais me l'acheter en anglais. La traduction est superbe, c'est pas ça le point, mais je suis curieuse de voir, parce que dans le fond, ça a tellement bien été traduit que je suis même pas capable d'imaginer qu'est-ce que ça pouvait être en anglais, puis tellement ça a bien été intégré dans des référents francophones. Puis c'est pas des référents franchouillards, c'est des référents francophones, donc je suis complètement flabbergastée. Je suis vraiment soufflée par cette traduction-là. Mais ça reste que, comme il n'y a pas une très grande différence, bon, avec évidemment la couverture, à part la couleur de la couverture, là, je vais vous mettre la vignette de la couverture du livre en anglais, mais j'aimerais bien avoir la plume originale quand même par curiosité. Mais sincèrement, ça là, j'arrête pas de vous donner des suggestions de bonne Noël, mais ça, c'est paru au Québec, c'est pas donné par contre, 15,90 €, nous autres, elle est autour de 30 $. Mais c'est un livre de bonne Noël, là. C'est comme absolument, excusez-moi pour la ring light, vraiment. Puis c'est un livre pour... Je sais pas, ben, évidemment, tous ceux qui aiment la lecture, ou ceux qui n'aiment pas la lecture, ou ceux qui aiment en rire, ou ceux qui sont pinces sans rire, quelqu'un qui lit pas beaucoup, mais que vous savez qu'il y a vraiment un humour un peu spécifique, ben moi, je pense que ça peut le faire. Donc, vraiment, coup de cœur total. Que j'ai été prise, j'ai été complètement surprise par ça, parce que surtout que je suis pas en état vraiment pour avoir une super réception de ce genre de niveau d'humour-là, mais là, j'étais vraiment tordue en deux, donc de rire, hein, pas de... N'est-ce pas? Pas qu'on confonde. Donc, super lecture, justement. Puis, ben écoutez, je retourne encore à ma journée grise et à mon marathon de sieste, mais si jamais je lis autre chose, je vous reviendrai. Mais je voulais absolument vous mentionner ce livre-là. Ça vaut le coup. Alors, allez, à tout bientôt!
Coucou! Alors, j'ai finalement lu le roman graphique de Lucie Brion, donc Happy Endings, et c'est chez Sarbacane. Donc, pour rappel, comme j'avais parlé un peu plus tôt, c'est 3 histoires différentes. J'ai bien aimé ça, particulièrement la deuxième et la troisième histoire. Donc, la deuxième, c'est vraiment celle qui dit que ce sont 2 agents spatio-temporels qui sont envoyés dans une petite ville de bord de mer, en fait, pour récupérer un chat qui a supposément traversé un portail spatio-temporel et qui risque d'avoir un impact sur le continuum espace-temps. Et la troisième, qui est un jardinier, un jeune étudiant qui est jardinier de cimetière pendant l'été et qui va rencontrer par pur hasard et à son grand bonheur, visiblement, un pleureur de tombe. Mais qui va aussi avoir l'impression que ce pleureur de tombe-là est peut-être pas un être humain. Donc, dans ces deux histoires-là, j'ai trouvé vraiment que les personnages étaient bien campés. On est vraiment dans 2 genres complètement différents. Les illustrations sont différentes aussi. On a vraiment une émotion on est vraiment plus dans le spatio-temporel. Mais en fait, je ne vais pas tout vous révéler, mais dans la version spatio-temporelle, il y a comme 4 sous-histoires. Dans le fond, on les voit arriver, mais ensuite, ça va évoluer différemment. Donc, vous voyez un peu le style graphique. Puis à la fin, dans celui des cimetières, non seulement c'est pas le même camailleux, mais c'est aussi on n'a pas le même genre de trait, on dirait. C'est comme plus tendre, plus en demi-teinte, en nuances et tout ça. Donc, j'ai beaucoup aimé les 2 dernières, heureusement, parce que la première, ça m'a pas parlé du tout. Puis bon, à la fin, il y a comme une tentative de lien entre toutes les histoires. En ce qui me concerne, peut-être que j'avais des attentes trop élevées, parce que tout le monde l'a vraiment encensé, mais moi, ça a comme pas fait le déclic, ce lien-là à la fin. Puis la première histoire est pas mauvaise, mais pour moi, elle était comme superficielle. Dans le fond, celle qui parle d'un jeune homme qui pose nu une nuit de Nouvel An. Bon, c'est comme un peu le début d'une idylle potentielle, puis un petit peu peut-être explorer les clichés entre dessinatrice et modèle vivant, mais on dirait que ça allait pas nulle part, c'était vraiment court, puis les 2 autres sont vraiment plus longues. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas compris, mais pour moi, ça l'a comme pas fait. Fait que j'ai aimé l'univers des 2 autres, mais comme tout ce qui est recueil d'histoire, c'est absolument toujours inégal. Mais dans ce cas-ci, j'ai comme moins j'étais dans l'attente d'un fil blanc, cousu doucement de fil blanc. J'étais dans l'attente de ce fil blanc, de ce fil rouge. On dit fil blanc quand c'est pas discret. De ce fil rouge entre les histoires, puis je l'ai comme trouvé un peu plaqué à la fin, puis je l'ai comme pas ressenti. Puis si je m'étais pas dit qu'il y avait d'autres booktubers qui avaient vraiment aimé ça, j'aurais pas poursuivi après la première histoire. Mais ça vaut la peine de le découvrir. Je suis contente de l'emprunter à la Bibli. Puis vraiment, comme c'est comme 85% du livre, le restant, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, ne serait-ce que pour la créativité que l'autrice va manifester dans ces 2 autres histoires. Elle bouscule aussi... excusez-moi! Excusez, je suis pas assez dormie aujourd'hui. Donc, elle bouscule aussi les codes, puis elle aborde aussi des sujets qui sont intéressants. On aborde, entre autres, mais évidemment, dans la dernière, il y a le côté aussi, est-ce qu'on croit un peu à l'inexpliqué, à l'inexplicable, mais il y a aussi l'introduction, en fait, de l'amour sans égard au sexe, disons, pas au sexe, sans égard au genre, pardon, auquel la personne s'identifie. Et dans la deuxième, on est vraiment dans voyage spatio-temporel. Puis il nous manque encore des infos. Puis en même temps, on aurait le goût d'en savoir plus. Mais ça s'installe assez longtemps pour qu'on s'attache aux personnages. Puis qu'on ait le goût un peu de les voir évoluer. Donc voilà. C'est une bonne lecture. C'est une bonne lecture à laquelle j'ai mis encore 4 sur 5. Mais comme je vous dis, si j'avais vraiment juste eu le début et les dernières planches, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à vous mettre ça en commentaire. Lancez-moi pas des rushs, par exemple. Chacun a le droit à ses émois ou à ses perceptions. Mais est-ce que vous l'avez lu? Comment vous avez trouvé ça? Disons, si vous avez lu, est-ce que vous avez eu un sentiment qui était enthousiaste au complet, un peu mitigé par moment? Parce que moi, je vais continuer à lire de cette créatrice-là. Là. Je l'aime beaucoup, j'aime l'univers qu'elle crée. Mais j'étais comme moins convaincue par la première histoire. Alors voilà, sur ces bonnes paroles-là, on se dit à tout de suite. Non, pas tout de suite. Ça suffit, je vais aller me coucher. Je sais, mais c'est ça la réalité. Mais en tout cas, on se dit de toute façon à tout bientôt d'ici la fin du vlog.
Et bonjour, alors je vous reprends avant de commencer ma journée de boulot. Donc on est un peu tôt le matin, d'où l'éclairage weird un peu que vous avez là avec mon ombre. Et ensuite mon double ici, là, je suis désolée, j'ai de la misère avec les angles en ce moment de tournage parce qu'à cause de la luminosité, il faut que je me place à un endroit où j'ai pas le choix vraiment. Donc ben voilà, vous avez un tournage méta comme on dit, donc hein, c'est pas un tournage dans un tournage. Alors je vous reprends rapidement pour clore ce vlog aussi parce que finalement, après 2 histoires courtes de The Agatha Christie Hour, le livre que je vous avais montré, qui est comme très joyeusement vintage, mais en fait, les histoires qui sont là, ils m'intéressaient pas. Après 2, j'étais pas vraiment... C'est des histoires qui se retrouvent dans des recueils de short stories d'Agatha Christie, à la fois dans les Hercule Poirot ou même Parker Pine, Investigates, Miss Marple. Mais en fait, c'est des histoires comme moins connues. Puis je me disais, ça va être chouette. Mais en tout cas, peut-être que les autres sont bonnes, mais après 2, j'en avais marre. Puis bon, on s'entend que... Fait que je me suis dit, ben écoutez, ce que j'ai eu envie de faire après, je sais pas pourquoi, je me souviens pas qu'est-ce qui m'a mené à cette réflexion-là, mais je cherchais des lectures un peu, je sais pas, qui m'intéressaient. Puis je suis retombée sur... Je pense que j'ai vu passer une édition originale de 84 Charing Cross Road de Helen Hanff. Qui est malheureusement pas celle que j'ai, puisque moi j'avais pris dans le temps, j'avais pas de budget. J'avais pris une édition de poche bien normale. Et ça m'a donné envie de le relire. Donc j'ai relu ça. C'est un livre que j'ai lu, je viens juste de vérifier parce qu'avant j'avais un blog livresque qui est encore en ligne en fait, là, c'est lilylesmerveilles.com si vous voulez, mais il est plus alimenté là, depuis un bon moment. J'ai décidé de mettre ça sur pause. Puis je me suis rendu compte que j'avais lu ce livre-là en janvier 2010, donc ça fait presque 15 ans. Puis tout ce dont je me souvenais, c'est l'émotion, le bien-être que j'avais ressenti quand je l'avais lu. Et puis pour ceux qui ont lu le cercle littéraire des amateurs des plus chauds de patates, c'est pas sans rappeler ça. Bien entendu, 84 Charing Cross Road, ça a été écrit en des années 70, donc c'est venu avant. Mais c'est pas pareil non plus, là. C'est en fait une correspondance. Donc c'est pas de la fiction, c'est un échange de lettres entre l'autrice, en fait, je pense que c'était une scénariste, Helen Hanff, et donc américaine, et quelqu'un qui travaille dans une boutique de livres usagés à Londres. Et elle va s'adresser à lui parce qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Qu'aux États-Unis, elle n'arrive pas à trouver des copies. Elle veut lire des livres qui sont comme un peu des genres de classiques. Elle a eu un prof, je pense, à l'université. Je me souviens plus. Là, j'ai pas vu le restant. Je pense que ça s'appelait Q, il doit avoir un autre nom. Mais elle suivait un peu comme ses listes de lecture. Puis elle a voulu commencer à lire ça. Puis elle aimait ça avoir des copies usagées parce qu'elle les empruntait à la bibliothèque. Mais comme c'est quelqu'un qui annote ses livres, ben, elle voulait pas non plus écrire dans les livres de bibliothèque. Donc, elle essayait d'en trouver, mais elle trouvait toujours soit on n'en trouvait pas ou il était vraiment moche aux États-Unis. Puis là, elle s'était dit qu'elle allait se tourner vers l'Angleterre. Ça se situe en 1949, je pense. En fait, c'est une correspondance sur 20 ans, c'est des extraits, bien sûr, mais il me semble que ça commence en 48 ou en 49. Alors que l'Angleterre, en fait, puis Londres en particulier, mais l'Angleterre est encore en post-guerre, donc il y a encore du rationnement dans le sens où le retour après la guerre n'a pas été instantané, même si les Alliés ont gagné puis que l'Angleterre a techniquement gagné avec les Alliés. Ça a été long avant de retrouver justement une façon normale de vivre, donc on est vraiment dans les restrictions et tout ça. Donc bon, je me souviens pas, elle dit peut-être au début, voyez-vous, je l'ai lu puis je n'ai même pas retenu, et pourquoi elle s'est adressée à ce libraire-là en particulier, je me souviens pas, mais elle a commencé à lui écrire pour lui faire des demandes pour qu'il lui envoie des livres d'Angleterre usagés par la poste, et elle allait lui payer en échange, dans le fond, elle lui renvoyait de l'argent et tout ça. Puis c'est sur 20 ans, puis c'est tellement excellent. C'est vraiment des correspondances, donc on est vraiment dans un échange, ben là, ouais, avec le cellulaire. Je vais essayer de pogner pas l'ombre du cellulaire, peu importe. Bref, je vous le montrerai un peu plus tard au pire aller, mais c'est un échange, donc on a souvent, c'est des courtes lettres qui viennent du libraire en tant que tel, et donc c'est chez Marks & Co Bookseller, et c'est sur Charing Cross Road, et des lettres un peu plus longues, un peu plus witty en anglais, avec un peu plus de verve, un peu plus d'humour, puis de cynisme de la part de Helen Hanff. Elle a des demandes bien particulières, elle n'a pas la langue dans sa poche, puis elle n'est pas en mode flegme britannique, alors que le libraire, bien entendu, lui, il est en mode, ben c'est sûr que c'est sa cliente, donc il fait vraiment attention. Puis au fur et à mesure, non seulement au début, c'est vraiment des échanges de
j'aimerais ça avoir ce livre-là, est-ce que vous l'avez? Comment ça prend tant de temps avant d'avoir des livres alors que les autres, ben en fait, ils s'alimentent en livres usagés. C'est sûr que c'est après la guerre en plus, fait que c'est pas tout le monde qui garde ses livres, donc il faut qu'ils aillent dans des endroits où des personnes peut-être riches ou qui sont décédées puis qui finalement ils finissent ou qui doivent vendre une partie de leur collection de livres usagés, de livres anciens pour pouvoir alimenter leur librairie. Donc, au départ, c'est très pro du côté libraire, mais éventuellement, elle finit par comprendre entre les lignes, en s'informant avec ses amis autour, que l'Angleterre est en fait encore en restriction. Puis là, elle va comme un peu s'attacher. C'est quelqu'un qui a comme un grand cœur, elle connaît pas du tout le libraire, mais elle va commencer à envoyer des colis de nourriture qui viennent du Danemark, qui sont comme envoyés justement à Londres. Par exemple, des œufs, un petit peu de viande, des denrées auxquelles ils n'ont pas accès. Je pense qu'on avait droit, je pense, à un œuf par mois à l'époque, à ce moment-là. Puis elle est comme vraiment outrée. Puis elle n'a pas d'argent. Elle en a un peu, mais c'est pas quelqu'un, elle est vraiment comme on a budget. Là, c'est son métier de scénariste, elle ne la paye pas tant que ça. Mais elle ne peut pas s'empêcher de le faire. Puis dans le fond, il va commencer à se développer une relation entre elle et la librairie, parce qu'évidemment, là, tous les employés sont comme « Mais voyons, vous n'avez pas besoin de faire ça. » Mais en même temps, ils sont comme super contents, ça les aide beaucoup. Puis éventuellement, il y a une collègue du libraire qui lui écrit, qui va lui écrire personnellement. Puis là, ça va commencer, en fait, la correspondance à un petit peu alterner. Ça va toujours être principalement entre elle et le libraire, mais il va avoir aussi cette collègue-là. À un moment donné, il va avoir la femme du libraire. Et puis, plus ça va aller, puis plus elle va s'impliquer, puis toujours avec des colis de soutien. Elle va prendre des nouvelles de tout le monde. Puis, elle essaie vraiment... Elle est très friendly, il n'y a pas de limite. Elle ne se censure pas, comme je vous dis. C'est comme si pour elle, je pense que c'était ses meilleurs amis. Puis là-bas, eux autres aussi, c'est juste qu'ils l'expriment pas. Hop, désolée, mon chat qui fait trop d'action. Donc, elle exprime pas... en fait, eux, ils l'expriment pas de la même façon, mais tu sais, ils sont super attachés à elle aussi, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Puis pendant tout le livre, il va y avoir l'espèce de désir de Hélène Hanff d'aller en Angleterre pour aller les voir. Mais à chaque année, soit elle n'a pas assez d'argent, parce que c'est un métier un peu comme ça, ou genre elle a un contrat qui fait qu'il faut vraiment qu'elle prenne. Plus ça va aller, puis plus le temps va passer. Puis malheureusement, lorsqu'elle va finir par pouvoir y aller, le fameux libraire va être décédé assez subitement. Donc, elle va pouvoir aller là-bas, mais elle n'aura jamais pu rencontrer en personne ce libraire-là. Donc là, je vous dis ça, puis tu sais, c'est une biographie, une autobiographie, fait que je vous révèle pas un punch, là, c'est vraiment écrit dans la 4e de couverture. Mais c'est super bien fait. Je veux dire, ça reste que c'est une correspondance, mais c'est impressionnant de voir. En tout cas, je pense que oui, là, je pense vraiment que c'est tel quel que ça a été pris. Ça a pas été, c'est juste les extraits qui ont été choisis qui ont fait en sorte que ça se tenait. Mais la plume de l'autrice est tellement intéressante. Puis, écoutez, je l'ai lu quand j'ai lu en 2010, j'avais mis, je pense, 4 étoiles sur 5. Puis c'est dans mes premières... je pense que j'ai commencé à lire en langue originale à partir du début de Harry Potter. En même temps, j'ai commencé en 2005, peut-être, à lire en langue originale. Puis après ça, j'ai gradué, en tout cas. Puis 2010, j'étais pas mal habituée, mais j'avais encore un peu peur de commencer des briques. Puis comme vous voyez, celui-là, c'est quand même un petit roman. Puis je pense que je vais profiter d'un entre-deux lumières pour vous montrer mon fameux... on va le voir encore, mais en tout cas, peut-être qu'on va plus... Voilà. Donc, désolée pour... c'est vraiment désagréable, mais je fais pas exprès. Donc, c'est ça, je l'ai lu, puis je me souviens vraiment que je pense que j'ai peut-être pas tout compris, mais j'avais quand même retenu comment ça m'avait fait me sentir. Puis là, j'ai compris 100%, puis c'est un coup de cœur total. Donc, je me sens même pas mal de me dire que je vais faire une relecture, parce qu'en fait, j'ai envie de vous le faire découvrir si vous l'avez jamais lu. C'est pas un niveau de langage qui est compliqué. Fait que c'est vraiment un bon livre pour commencer si jamais vous voulez lire en version originale. Sinon, il existe en traduction française. Je pense qu'en grand format, c'était chez Autrement. Puis il existe chez le livre de poche, il me semble, en édition aussi française. Mais je trouve quand même que la magie est plus là en langue originale. Puis il y a d'autres tomes qu'elle a fait de ce biographie. Je pense qu'il y en a un qui s'appelle The Q's Legacy. Puis je pense que c'est un fameux prof-là. Il y a The Duchess of Bloomsbury Street. Puis il me semble aussi que c'est un échange épistolaire. Donc, elle est vraiment spécialisée dans l'épistolaire, mais c'est toujours en rapport à sa propre vie. Donc, je sais pas, c'est un coup de cœur, totalement. Une relecture, mais en fait, comme je vous dis, je me souvenais pas nécessairement des détails. Puis je pense que si jamais je le trouve en édition comme collector, je pense que je vais l'acheter en collector, mais boudez pas votre plaisir. Voyez-vous, ici au Québec, c'est quand même pas donné au Québec, là, celui-là, il est quand même 19 $. Mais il y a peut-être des petites ventes ici, là, si jamais vous voulez. Ou sinon, c'est sûr qu'il est à votre bibliothèque. Puis, comme je vous dis, si vous avez aimé, en fait, habituellement, c'est ça, on a aimé Hélène Hanff, on nous propose Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates.
de Sheffer et Burroughs, je pense. Mais si, à l'inverse, vous avez aimé le livre de Le Cercle littéraire, les amateurs d'épluchures de patates, vous risquez d'aimer celui-là. Par contre, dans celui-là, je vous avertis, c'est pas romancé, fait qu'il n'y a pas une romance, il n'y a pas quelque chose, mais c'est quand même un lien fort qui va se développer avec ce libraire-là. Alors voilà, sur ces bonnes paroles et avec le focus un peu flou sur mon chat ici qui prend le soleil, je vais mettre fin à ce vlog-ci. Comme je vous disais, je vais vous le mettre en ligne dès demain si j'ai la possibilité, j'ai le temps de finir le montage puis vous le mettre en ligne. Puis après ça, on va commencer les vlogs de l'avant. Alors j'espère que ça vous a plu. Comme petite incursion, finalement il va être assez long ce vlog-là, mais comme petite incursion dans mes lectures de la semaine. Et que ma face perpétuellement en mode microbe, même ce matin ça va un peu mieux, mais il faut que je travaille, mais je ne suis pas top. Là. En même temps, j'espère que ça vous a plu quand même. Ça a permis de faire quelques découvertes. Alors, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous allez avoir des superbes lectures d'ici à ce qu'on se revoit. Puis nous, on se dit à la prochaine dans le début des vlogs de l'Avent.